Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ces rendez-vous en ligne dans le cadre des journées d'études organisées par le Mémorial du camp de Rivesaltes. Je suis Marion Decombe, je suis la responsable scientifique du Mémorial et j'ai le plaisir aujourd'hui d'ouvrir ce premier webinaire que nous avons intitulé Engagement humaniste et valeurs spirituelles des œuvres de secours. Donc, c'est un cycle de rendez-vous en ligne. Cette journée d'études était très attendue puisque le sujet des œuvres de secours nous tient particulièrement à cœur et nous avions choisi de l'aborder à l'occasion des 80 ans de la CIMAD, donc en 2020. Malheureusement, la crise sanitaire nous a empêchés de tenir cet événement sur le format qu'on avait prévu et nous avons donc choisi de vous proposer 4 rendez-vous virtuels pour aborder ce sujet, de façon vaste, sous différents axes qu'on va vous rappeler dans quelques instants. Le Mémorial du camp de Rivesaltes a la chance d'organiser cet événement en partenariat avec l'université de Perpignan Via Domitia, que je remercie, et en collaboration avec la CIMAD. Je remercie également tous les collègues qui ont contribué à l'organisation de ces journées, et notamment Nina Vorel, qui est en coulisses aujourd'hui et qui nous aide à organiser ce webinaire dans les meilleures conditions. La rencontre sera animée par Mathilde Pett, qui est à mes côtés. Bonjour Mathilde. Bonjour. Mathilde est sociologue, maîtresse de conférences à l'Université de Perpignan. Elle est membre du laboratoire Ardev et de l'Institut Convergence Migration. Mathilde, je te laisse revenir sur la thématique. Bonjour à toutes et à tous. Merci Marion et puis surtout merci au Mémorial du camp de Rivesaltes et à l'ensemble de son équipe pour son accueil, même virtuel, pour ces journées d'études. Et j'en profite, ce sont les formalités, mais j'en profite pour à mon tour remercier l'Université de Perpignan et la CIMAD. Donc, quelques mots d'introduction avant d'entrer dans le vif du sujet. Je voudrais rappeler que donc, les journées d'études du mémorial sont cette année consacrées aux œuvres de secours et aux associations d'hier et d'aujourd'hui qui interviennent auprès des populations jugées indésirables, notamment dans les camps d'internement ou plus récemment dans les centres de rétention administrative. Alors, ce qu'on aimerait faire aujourd'hui, c'est rendre compte des formes de l'engagement, des ressorts, des dynamiques, des transformations de cet engagement qui a amené et qui amène encore aujourd'hui des militants associatifs, qu'ils soient bénévoles ou salariés, à venir aider, accueillir, accompagner, défendre, parfois sauver ces populations jugées indésirables sur un territoire et regroupées, enfermées, internées dans des camps ou dans des centres dédiés. Et ce fut le cas ici même, puisque pour le coup, j'y suis physiquement sur le camp de Rivesaltes. Alors, s'intéresser aux œuvres de secours et aux associations d'hier et d'aujourd'hui, ça nous est vraiment apparu comme une invitation à penser ensemble et à tisser des liens entre le passé et le présent. Et on aimerait du coup participer à nourrir notre regard, d'une part avec les apports de l'histoire et des perspectives mémoriales pour mieux se souvenir aussi, et puis d'autre part avec des regards plus contemporains, plus actuels sur les associations et les ONG qui poursuivent cette cause des étrangers. Et c'est pour cette raison qu'on a choisi, à l'occasion de ces journées d'études, de croiser les regards alors d'historiens, de sociologues, de politistes, de philosophes, de militants associatifs, d'élus aussi. Et c'est cette richesse et cette pluralité des regards qui, je l'espère, intéresseront à la fois les chercheurs, mais aussi, et peut-être même surtout, les citoyens et les militants associatifs. Voilà. Et puis, Marion l'a évoqué rapidement, mais je tiens à le souligner, c'est aussi pour nous l'occasion de célébrer les 80 ans de la CIMAD. À l'origine, la CIMAD, ça voulait dire Comité intermouvement auprès des évacués. Et les militants sont intervenus dans les camps d'internement des indésirables. Ce fut le cas ici au camp Joffre. Et la CIMAD intervient dans la suite de ce combat depuis 1984 dans les centres de rétention administrative où elle assiste juridiquement les étrangers et où elle vient pour témoigner de ce qui se passe à l'intérieur de ces centres et du traitement qui est réservé aux populations étrangères. Et 80 ans après sa création, la CIMAD continue cette intervention quotidienne auprès des étrangers. Alors, nos journées d'études ont débuté jeudi dernier avec une rencontre entre Henri Masson, qui est l'actuel président de la CIMAD, et Denis Péchanski, qui est historien et président du conseil scientifique du mémorial. Vous pouvez d'ailleurs écouter ou réécouter pour certains d'entre vous cette discussion en consultant le site web du mémorial et sa chaîne YouTube. Je vous y invite. Et puis du coup, aujourd'hui, deuxième temps fort de ces journées d'études, on a choisi de s'intéresser à l'engagement
et aux valeurs spirituelles dans les œuvres de secours. Et je redonne brièvement la parole à Marion pour qu'elle nous présente nos deux invités du jour. Oui, alors juste avant de vous présenter, nos intervenants, un petit mot sur le format de cet échange. Donc dans un premier temps, on aura environ 40 minutes de discussion animée par Mathilde et ensuite on aura une trentaine de minutes de questions. Donc pour poser vos questions, vous les posez directement, dans la fenêtre de chat et je transmettrai les questions à Mathilde. Alors nos intervenants, on a Olivier Abel. Bonjour Olivier. Alors, ce qui anime vos recherches, c'est la volonté de ramener les mots philosophe et éthique dans notre monde ordinaire. Vous avez été élève et ami de Paul Ricoeur et vous êtes aujourd'hui professeur de philosophie éthique à l'Institut protestant de théologie de la faculté de Montpellier. Vous avez enseigné au Tchad, à Istanbul et à Paris. Vous êtes membre statutaire du Centre de recherche sur les arts et le langage HESS. Vous êtes un philosophe engagé. Vos travaux s'ancrent essentiellement dans le champ de la philosophie morale et politique, puisque vous continuez aujourd'hui de nourrir ces recherches, notamment sur les questions de mémoire et d'histoire. Et vous êtes membre du conseil scientifique du mémorial du camp de Rivesaltes. Et à vos côtés, on a Jean-Paul Nunez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur et ancien délégué national de la CIMAD. Vous vous êtes beaucoup battu pour le droit des étrangers, des exilés et des sans-papiers. Vous avez une forte conscience que toute parole, comme celle de la CIMAD, peut déranger les politiques et vous avez mené pas mal de batailles, entre autres devant les préfectures, les centres de rétention et les tribunaux administratifs. Et vous avez tenu tête à pas mal d'instances françaises. Vous avez aussi vécu à l'étranger. À différentes occasions, vous avez séjourné sur des terrains de guerre et de conflits, notamment au Liban, au Kurdistan, en Palestine ou en Bosnie. Vous êtes engagé dans l'action non violente et vous avez été président du Mouvement international de la réconciliation. Vous continuez aujourd'hui à transmettre votre expérience d'activiste à travers diverses formations et à défendre le fruit de vos recherches. Et vous êtes auteur de nombreux articles liés à cet engagement. Et aujourd'hui, vous êtes pasteur en zone rurale. Bonjour à tous les deux. Je vous laisse avec Mathilde et donc je vous retrouverai un peu plus tard en faisant remonter les questions de notre public. À tout à l'heure. Merci Marion. Alors, pour essayer d'établir une discussion entre vous, Jean-Paul et Olivier, on a choisi ensemble 4 thématiques sur lesquelles je vais vous questionner, disons, successivement. Et je vais tenter aussi au mieux d'être la gardienne du temps pendant notre échange qui nous emmène tranquillement jusqu'à 15h30. Voilà, merci à tous les spectateurs pour votre indulgence si éventuellement on devait traverser quelques couacs. Alors, pour commencer cette rencontre, j'aimerais d'abord, avec vous, voir cette question de l'engagement à proprement parler. Alors, on l'a dit, le camp de Rivesaltes a fonctionné sur une large période historique, entre 1941 et jusqu'en 2007, et la CIMAD y était déjà présente. Alors, peut-être pour commencer, Jean-Paul Nunez, est-ce que vous pourriez revenir pour nous sur cet engagement des œuvres de secours, et notamment peut-être nous raconter un épisode qui est moins connu que les organisations à proprement parler. Je pense au comité de Nîmes qui a été fondé en 1940. Oui, tout à fait. Donc, déjà peut-être préciser les œuvres de secours. Lorsqu'on parle des œuvres de secours, on parle de ce qui, dans l'immédiateté de l'après-guerre, va devenir les ONG. Voilà, donc en fait, c'est l'équivalent des ONG d'aujourd'hui. C'est vrai que, alors, 40 se situe souvent, effectivement, cette période indicible, la période de la guerre. Il y a quand même un avant. Et avant, c'est l'arrivée des Espagnols, c'est 500 000 personnes. Et ce qui est étonnant, c'est que les œuvres de secours on va voir intervenir dans les camps pendant la période de la guerre, au fond, il y en a très peu qui étaient déjà présentes au moment de l'arrivée des Espagnols, hormis les Quakers et hormis les organismes, on va dire, entre guillemets officieux, comme la Croix-Rouge et dans une certaine mesure le SSAE. Donc là, on parle vraiment des œuvres qui vont se mettre en place sur le terrain, dans ce terrain, à partir des pleins pouvoirs qui ont été donnés à Pétain, même si ces œuvres exigeaient. Et elles étaient, on va dire, on peut en discerner 3 grandes catégories. D'abord, des œuvres israélites, comme on disait à l'époque, à savoir des œuvres de confession juive, qui avaient l'habitude de travailler ensemble, qui s'étaient constituées pour la plupart autour de la Première Guerre, après plutôt la révolution russe, et qui était très active depuis les années
la moitié, le milieu des années 30, 33, 34, avec l'arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne. Et puis, donc, elle s'occupait en France particulièrement des réfugiés allemands et autrichiens. Il y avait aussi des confessions, des œuvres de confession chrétienne, essentiellement protestantes, et je vais y revenir, mais il y avait surtout des organismes étrangers, en particulier américains, dont certains étaient aussi, pour la plupart, de confession protestante. Et je veux citer là, bon, les Quakers, qui sont un cas à part, et qui intervenaient déjà depuis la fin du 19e sur les terrains de conflit, qui est un mouvement non violent, mais il y avait les YMCA, les YWCA, des gens qui existent depuis la moitié du 19e siècle et qui avaient l'habitude de travailler ensemble. Alors bon, les YM s'occupaient, c'était très genré, s'occupaient des jeunes gens et les YW s'occupaient des jeunes filles, mais déjà des migrantes. Il faut savoir d'ailleurs que c'est les YWCA qui vont permettre au SSAE d'exister en France. YMCA avait déjà des champs d'action. Henri Dunant de la Croix-Rouge était actif au sein des YMCA. Donc ces gens se connaissaient au point qu'ils avaient créé tout un mouvement fédératif des jeunes chrétiens au niveau international et en particulier en France, ce qu'on appelait sous le nom de la Fédé, et qui était très actif dans la réflexion et dans les débats et dans les échanges d'idées. Voilà. Donc, le comité de Nîmes qui va se créer à partir de novembre 1940 va l'être sous l'égide d'un des responsables des YMCA, Dodan Lori, qui va d'ailleurs aller voir le gouvernement de Vichy, qui va discuter avec Vichy pour mettre en place cette coordination de gens qui se connaissaient et qui avaient l'habitude de travailler ensemble. Et donc, à partir de là, va se mettre, il y aura une première réunion à Toulouse, chez les Quakers, ce qui était déjà, on va dire, un challenge, parce que travailler avec les Quakers, c'était extrêmement difficile. Ils avaient surtout l'habitude de travailler très seuls. Et puis, à partir de fin novembre, tous les mois, il y aura ce groupe qui va se réunir à Nîmes et qui va réunir en gros 25 organisations, qui va réunir aussi des responsables de Vichy qui vont participer aux réunions. Il va y avoir l'intervenant dans les camps qui va venir, ou son représentant. Voilà. Et alors, je dirais que ce qui est important, au fond, c'est très humanitaire au départ, mais ces gens vont apprendre à travailler ensemble. Ils se connaissent, mais en même temps, ils n'ont pas travaillé ensemble. Ils vont s'aider, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des œuvres juives qui ne pouvaient pas faire un certain nombre de choses et qui vont le déléguer à d'autres œuvres qui sont là, par exemple à la CIMAD ou aux Quakers, etc. Et ils vont apprendre aussi à faire d'autres choses qui sortent de l'humanitaire, mais ça avec le temps, en particulier sur le terrain de l'illégalité. Voilà. Dans toutes ces œuvres, il y avait deux types de personnes. Je dirais, lorsqu'on parle œuvre, ça fait penser à œuvre. Alors on dit œuvre de secours parce qu'on est pendant la guerre, mais c'était dans la logique des œuvres de charité. Donc il y avait des personnes qui étaient là dans cette optique-là, mais qui faisaient le travail de façon en se donnant complètement pour faire ce travail. Et puis il y avait aussi des gens qui étaient plus là pour un engagement personnel parce qu'ils ne supportaient pas ce qui se passait voilà, autour d'eux. Alors, à côté de ça, il y avait d'autres œuvres de secours qui ont participé épisodiquement au comité de Nîmes. Je pense au comité américain de secours de Varian Fry, qui lui s'était cantonné dans le secours à un certain nombre d'intellectuels, de les faire sortir. Mais tout ça, ça travaillait ensemble. N'oublions pas qu'à l'époque, l'argent, par exemple, n'arrivait pas sur des comptes en banque. C'était des valises remplies de billets qui passaient de la main des uns à des autres. Et donc, ben voilà, il y a des gens qui allaient ici, qui allaient là, qui récupéraient des fonds, qui le passaient à d'autres. Voilà comment tout ce travail s'est fait. Alors, le comité de Nîmes
voilà, il y a une lecture qui peut être faite de façon ambiguë en disant bah, le comité de Nîmes a peut-être euh, non pas collaboré, mais coopéré beaucoup avec Vichy, certes, mais en même temps, c'est ceux qui permettaient de discuter, de sortir des gens, d'avoir une latitude pour, lorsqu'on partait avec 30 enfants en randonnée, n'en ramener que 15, de sortir des personnes âgées, d'avoir des visas, enfin, etc. Voilà. Et à côté de ça, très vite, ou en tout cas par la suite, il y a eu des actions beaucoup plus engagées, beaucoup plus engageantes, puisque si on se faisait prendre, effectivement, c'était la prison et parfois même bien plus. Voilà. Merci Jean-Paul. Je trouve ça vraiment intéressant parce que vous le rappelez, les œuvres de secours, c'est ce qui sont devenus les ONG. Et en fait, dans ce que vous dites, on retrouve des débats qui sont bien connus de l'ensemble des militants qui aident aujourd'hui les étrangers. Tout ce que vous racontez sur finalement les prémices des réseaux interassociatifs et cette nécessité d'apprendre à travailler ensemble, ça c'est des choses qui, pour les gens de terrain, résonnent complètement. Et cette dialectique entre cette tension entre coopération et résistance clandestine, c'est encore des choses qui sont très d'actualité dans l'aide aux étrangers et aux exilés. Je trouve que là, on entre bien dans le vif du sujet et on voit les liens entre le passé C'est et une le présent. difficulté, je réponds juste très brièvement. Moi, j'ai vu effectivement sur des terrains comme en Bosnie, par exemple, les mêmes débats qui parcouraient les organisations, hein, avec ceux qui voulaient aller un peu plus loin dans l'action et ceux qui disaient ben, on a un cadre, on agit dans le cadre. C'est pour ça qu'on peut lire ces organisations dans ce qu'elles faisaient, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Effectivement. Merci Jean-Paul. Alors vous, Olivier Abel, peut-être avec le regard du philosophe, avec quels outils, quelles notions vous envisagez cet engagement et peut-être quelles sont les valeurs qui, selon vous, motivent l'engagement dans les œuvres de secours? Merci, oui. Alors d'abord, moi, je suis philosophe, mais c'est vrai que j'étais un peu triste d'être professeur de lycée quand j'ai commencé mon enseignement à Montpellier. Et c'est pour ça que je suis parti. J'avais été au Tchad, je suis parti en Turquie. Et c'est important pour moi d'avoir été un philosophe à la frontière, et de sentir. Et donc, je suis arrivé après des coups d'État, dans des situations de guerre. Donc, ça m'est arrivé de faire passer clandestinement des réfugiés, des choses comme ça. Donc, des actions de ce genre. Donc voilà, la philosophie pour moi en effet est liée à ça. Mais c'est vrai que si je fais une réflexion très générale, ça sera beaucoup plus, je dirais, désincarné que tout ce que tu racontais, Jean-Paul, qui est vraiment extrêmement pris dans les débats, qui sont des débats contemporains aussi. Je dirais peut-être que dans l'engagement, on découvre son propre pouvoir, qu'on n'est pas impuissant. On découvre qu'on peut quelque chose, qu'on peut agir, qu'on peut intervenir dans le cours du monde et qu'on ne le fait pas justement, ce n'est pas un pouvoir sûr, c'est un pouvoir d'eux et c'est un pouvoir avec, c'est avec d'autres, c'est parmi d'autres. On est parmi d'autres, donc on est obligé de faire avec d'autres justement dans cette intersection. L'action, ça se fait toujours à plusieurs, disait Hannah Arendt. Je pense que c'est quelque chose que l'on vérifie dans chaque action, avec cette dimension, je dirais, de coopération, où le pouvoir est forcément horizontal, c'est pas quelque chose de vertical et c'est quelque chose qu'on ne peut pas accumuler, c'est quelque chose qui se fait là où on le fait. Un autre point que je voudrais souligner peut-être, c'est que euh, ce n'est pas parce qu'il y a une culpabilité ou quelque chose comme ça, je pense que c'est parce qu'on se déplace pour assumer une responsabilité qui est une responsabilité générale, politique. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas moral au sens d'une culpabilité morale. Il me semble que c'est très important d'élargir, de faire la différence entre l'engagement qui est lié à ce moteur qui est capable de nous déplacer pour nous faire prendre en charge des choses dont on pourrait dire « Ah, c'est pas mon affaire », d'une sorte de retrait. J'ai la tentation fréquente, c'est le retrait en disant « C'est pas mon affaire, je suis pas responsable », etc. Et puis peut-être une dernière chose que je voudrais dire, et peut-être le plus important, c'est parce que là, cette action, on peut imaginer que ça se fait sur du temps court, sur des projets liés à des causes précises. Je pense très important, et c'est ça qui est le plus difficile, c'est d'arriver à enchaîner ce temps court de l'engagement, je dirais sur projet, ou lié à des indignations, lié à des émotions, sur du temps plus long, sur le temps, je dirais,
liés à des passés plus anciens, comme ceux que vient de nous rapporter Jean-Paul, et qui nous mettent, je dirais, dans un récit. Parce que justement, l'action, elle est liée à des récits, et elle est tissée dans des récits qui sont aussi à la fois, qui nous rapportent à un passé, à un vécu, à d'autres expériences, à des partages d'expériences, mais aussi qui sont liés aussi à des formes d'utopie, c'est-à-dire à des propositions de société. C'est parce qu'on prend appui sur le passé qu'on peut aller se tourner vers autre chose. Et alors je dirais que du coup, c'est ça qui permet aussi une analyse critique, parce qu'on sort du présent, du pur présent, et qu'on peut avoir je dirais un regard décalé par rapport au présent. Le présent n'est pas fatal. Le présent n'est pas quelque chose dans lequel on est enfermé de manière fatale. Alors maintenant, les valeurs qui ont animé ces œuvres de secours, et particulièrement toutes les œuvres protestantes ou chrétiennes dont parlait Jean-Paul tout à l'heure, que des Quakers un peu radicaux de la non-violence à tous les autres, hein, bon, je dirais qu'il y a quand même eu très particulièrement à partir du milieu du 19e siècle un grand élan de christianisme social dans lequel ce qui est original, c'est que le thème de la entre guillemets, charité n'était plus du tout un thème de la charité, je dirais, mes pauvres, etc. C'était une charité transformée en solidarité anonyme et qui s'appuie complètement sur Matthieu 25, sur l'idée que chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'était à moi que vous l'avez fait, disait Jésus. Et donc, que le visage du Christ, il est incognito. En fait, la véritable charité, elle est incognito, elle est anonyme, elle est partout, elle est universelle, elle est à la fois plus universelle que toutes les frontières, que toutes les identités, et à la fois plus singulière. C'est chacun là où il est et comme il est. Et je pense que c'est des valeurs qu'on retrouve aussi bien d'ailleurs dans les chansons de Brassens, l'Auvergnat par exemple. Donc, c'est pour moi des valeurs qui sont aussi des valeurs on peut dire humanistes, qui sont devenues vraiment des valeurs très, très partagées. Mais je pense que c'est ce cœur battant, je dirais, de cette charité anonyme, cette charité incognito, hein, qui ne s'intéresse pas aux qualités des personnes, mais qui les prend telles quelles, comme elles sont, là où elles sont, que l'on trouve d'ailleurs chez Henri Dunant, c'était aussi la même idée, hein, que l'on trouve au cœur, comme une valeur, je dirais, axiale, au cœur de ces œuvres de secours. Merci Olivier. Alors vous avez déjà évoqué Matthieu 25, on va le garder pour un tout petit peu plus tard, j'y reviendrai. Peut-être une question à tous les deux qui est apparue quand on a préparé ce webinaire et qu'on a échangé. Cet engagement-là dans les œuvres de secours, vous l'avez dit, hein, qu'elles soient chrétiennes, protestantes, catholiques ou juives, finalement, il me semble que ça interroge les relations entre religion et politique. Et aujourd'hui, alors même que la tendance, elle est peut-être à essayer de défaire ou tout du moins distancier les religions de l'espace public et politique, ici, on a vraiment une interrogation du lien fort entre religion et politique. Et j'aimerais du coup vous demander à tous les deux quelle était la position de l'Église dans ces périodes historiques qu'on vient d'évoquer. Alors d'ailleurs, il faudrait peut-être plutôt mettre tout ça au pluriel. Quelles étaient les positions des églises, hein. L'Église n'est pas un bloc monolithique. Les églises étaient-elles contre l'État quand elles s'engageaient en faveur de ces populations internées? Et est-ce qu'il y a eu, ou est-ce qu'il y a encore éventuellement des textes fondateurs sur lesquels s'appuient les croyants et les pratiquants pour agir? Peut-être Peut-être Olivier d'abord. Oui, peut-être je laisserai. Il me semble que Jean-Paul Nunez est mieux armé pour parler des textes fondateurs, mais moi je dirais des choses très générales sur le fait qu'en effet, il y a des églises différentes, je dirais même en général, pas seulement dans les églises chrétiennes, mais aussi les religions différentes. La situation des juifs ou des musulmans n'est pas la même. Les rapports à l'État, je dirais, sont très différents. Lorsqu'on vient d'une tradition où l'Église a été l'Église, carrément l'Église officielle, l'Église était liée à l'État et donc à la puissance de l'État. Et elle était tentée, si je peux dire, de devenir l'idéologie justificatrice de l'ordre établi. Donc ce sera ça la tentation, je dirais, d'une Église d'État. L'Église protestante en France a été une Église persécutée. Et donc, elle a une autre mémoire, une autre histoire, une histoire d'une Église confessante, persécutée, réprimée, clandestine, hein, donc plus d'un siècle de clandestinité.
Et donc, du coup, avec peut-être un autre défaut possible, c'est de se croire le petit peuple élu, on va dire, parce qu'on est persécuté. Pour résister, il faut vraiment avoir une foi très, très, très dense. Et donc, là, je dirais le danger, c'est peut-être le danger d'une sorte d'utopie. Euh, il y a un côté, il peut y avoir un côté, voilà, nous sommes les meilleurs, on est le petit peuple élu. Mais tout cela a convergé dans la situation des lois de laïcité, 1905, de séparation des églises et de l'État. On voit des églises libres, en quelque sorte, séparées de l'État. Mais alors, ça pose un problème aujourd'hui, c'est que dans l'esprit de beaucoup de gens, on pense que du coup, les églises sont tellement séparées de l'État qu'elles doivent, c'est l'affaire privée, ça ne doit pas toucher du tout la dimension politique. Et ça, c'est pas du tout ce qui s'est passé historiquement, et heureusement. En fait, si on évoque la mémoire de tous ces mouvements qui étaient très marqués d'ailleurs par la pensée du théologien Karl Barth, peut-être que Jean-Paul évoquera la mémoire de Suzanne de Dietrich, qui est une des fondatrices de la CIMAD. Et bien justement, Karl Barth avait insisté pendant la Première Guerre mondiale sur la séparation de la religion et de l'État. Il ne faut pas croire que Dieu est le Dieu des Allemands ou le Dieu des Français. Mais après, quand il a vu Hitler et la montée du totalitarisme, la prédication qu'il a proposée est une prédication dans laquelle il cherchait à mettre les limites au totalitarisme d'État qui était devenu pratiquement une religion totalitaire. Et donc là, on voit vraiment je dirais, comment théologiquement il faut arrêter. C'est pas seulement pour des raisons politiques, c'est aussi pour des raisons théologiques qu'il fallait arrêter Hitler, qu'il fallait mettre une limite, que la militance devenait la faculté de la limite, justement. Le philosophe Paul Ricoeur disait militer, c'est limiter, c'est tenir les limites, mettre des frontières, mettre des limites. Et donc, je dirais, voilà, on ne peut pas, les églises libres, les églises séparées de l'État ne sont pas simplement des églises que l'on renvoie au fort intérieur, je dirais, de la vie privée, ce qui était le cas d'ailleurs de l'église clandestine sous Louis XIV. Donc, on ne peut pas demander ça aux églises. Non, elles peuvent participer à l'espace public et au débat public comme, je dirais, comme n'importe quelle autre association. Bon, simplement, il faut qu'elles le fassent, peut-être, je vais terminer là-dessus, sans prétendre faire la loi à elles toutes seules, sans prétendre imposer la loi, sans devenir des lobbies, on va dire, des lobbies qui veulent à tout prix influencer sur les lois. Et je dirais, voilà, ils y participent comme des citoyens, parmi d'autres, des citoyens réfléchis, ou comme des communautés, avec, je dirais aussi, leur solidarité, leur fidélité et leur mémoire propre, qui bien sûr véhiculent des valeurs, évidemment, forcément. Merci Olivier. Jean-Paul, sur cette question du lien entre Église et État et pouvoir politique. Oui, alors, moi je vais le resituer dans le contexte des œuvres de secours de l'époque, là, pendant la guerre. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au départ, par exemple, les œuvres de secours catholiques sont peu présentes. Et il faut réaliser ce qu'est le contexte de la société française. C'est qu'on est dans la France de Pétain, et qui se revendique nationale et d'inspiration chrétienne. Et que donc l'opinion publique générale catholique fait confiance au chef de l'État immédiatement. Et l'épiscopat s'est situé en disant on a un devoir de soumission au pouvoir établi. Alors certes, tous les catholiques ne l'ont pas accepté, mais une grande majorité. Alors, il y avait des courants du catholicisme social, comme le courant dans la lignée de Marc Sangnier. Marc Sangnier, c'est celui qui avait lancé l'éducation populaire, les auberges de jeunesse, etc. Ces chrétiens se sont retrouvés dans la résistance. Il y en a d'autres, il y a eu un débat dans la revue Esprit. Emmanuel Mounier est parti à Lyon et il a demandé carrément à Vichy de pouvoir publier dans la zone libre. Et c'est là où il y a eu un débat dans l'esprit, à savoir que certains disaient le débat des demi-vérités deviennent très vite des contre-vérités. Voilà. Donc il y a ce débat dans la société. Il y en a d'autres comme Henri de Lubac qui vont dire mais il y a un virus et le virus c'est le virus hitlérien, il se répand dans la société et c'est une honte. Et puis, il y a tous ceux qui qui vont créer très vite témoignages chrétiens, les cahiers de la résistance spirituelle, sous l'égide de Pierre Chaillet.
et qui vont effectivement énoncer quelque chose et surtout se positionner et s'engager. Pas forcément dans la résistance armée, certains oui, et d'autres en diffusant un certain nombre de choses pour comprendre ce qu'a bien développé Olivier, à savoir la problématique des idoles, de ces nouvelles croyances qui sont forcément à un moment donné dangereuses parce que elles sont ce sont des négations de l'humain. Le protestantisme, lui, qui était une minorité, ça, Olivier l'a rappelé, le protestantisme, en plus, le protestantisme français venait on sortait de 38, il y avait eu la mise en place de l'Église réformée, il y avait des débats internes. Et puis, l'Église protestante est comme la société française, elle est imprégnée de la logique pétainiste. Et donc, les débats sont là, à part quelques personnes qui sortent de l'ordinaire, comme Suzanne Dieu-Dietrich, qui effectivement, elle, avait beaucoup travaillé avec les YM et les YWCA, qui était devenue secrétaire générale de la Fédé et qui effectivement lançait les débats d'idées. Elle avait en août 30, dans l'été, en août 39, rassemblé à Amsterdam 1600 personnes, 1600 jeunes du monde entier, de 70 pays, où justement on parlait de ces questions, de ce qui se passait dans le monde et vers quel monde on allait. Et donc Suzanne de Dietrich était très engagée. Elle s'était positionnée contre Munich. Voilà, à l'époque, et il y a eu un débat, par exemple, c'est intéressant à lire. Jacques Ellul disait, au fond, c'est pas grave, les accords de Munich, et Suzanne de Dietrich les dénonçait. Elle avait conscience de ce qui se passait en Espagne. Elle n'était pas la seule, elle représentait, au fond, cette diversité, et c'est vrai que c'est elle qui, en septembre 39, lorsqu'il y a eu l'évacuation d'Alsace et Moselle, elle a demandé à Jeanne Panier, qui était déjà, il y avait le CIM et le comité intermouvement, 5 organisations, cette réunion à Bièvre qui va mettre en place, qui va mettre en place la CIMAD. Mais ces gens vont aller plus loin, c'est-à-dire que, par exemple, les thèses de Pomerol dont on parle, pendant très longtemps, je n'ai pas compris quel sens ça avait. Ça a du sens, justement, parce qu'on met en place une résistance spirituelle. C'est pas qu'au départ, on a besoin de la Bible pour comprendre comment on doit agir en humanité. Plein de gens l'ont fait parce qu'ils devaient le faire. Hein, je pense à André Trogmé. André Trogmé était contre la guerre. André Trogmé, qui s'est retrouvé au Chambon-sur-Lignon, aucune paroisse ne le voulait. Jusqu'au milieu des années 30, il se retrouvait au Chambon-sur-Lignon parce qu'un ami à lui l'a fait venir là. Mais les paroisses, parce qu'il était objecteur de conscience, parce qu'il était contre la guerre, aucune paroisse ne le voulait. Et il s'est retrouvé finalement proche de la ligne de démarcation à agir comme il l'a fait, mais surtout à être accompagné par des gens qui étaient là au quotidien et qui se sont engagés parce qu'ils devaient le faire. Magda Trogmé raconte comment elle a été épouvantée de faire des faux papiers parce que pour elle, c'était une violation de la loi, mais elle l'a fait parce qu'il fallait le faire. Et après, qu'on puisse lire ou qu'on puisse se reporter à des valeurs ou à du sens, que ce soit dans des Bibles ou d'autres choses, c'est très bien. Mais ces gens l'ont fait parce qu'il fallait le faire. Et les thèses de Pomerol, qui venaient après une réunion de la post-Fédé, cette réunion à Pomerol qui a eu lieu en septembre 41, où, réunion de la post-Fédé, où Marc Bugner disait soyons tranquilles, il y a le régime de Vichy, effectivement, mais attention, les choses sont difficiles. Et là, il y a eu la dénonciation, vraiment quelque chose qui arme l'esprit, qui arme les consciences, l'énonciation à travers ces thèses, comme l'avait fait effectivement Karl Barth, qui imprégnait vraiment toute une jeunesse par ses idées, par ses positionnements. Eh ben voilà, ils ont sorti des thèses qui effectivement sont un texte référence à l'époque, comme le sera dans le monde catholique, témoignage chrétien. C'est le même processus, de façon différente, mais c'est les mêmes processus. Merci à tous les deux. Je trouve simplement pour le souligner que
la dimension internationale de l'engagement et de la solidarité me paraît assez saisissante quand on vous écoute, y compris en étant très incarné par des exemples de réunions dans d'autres pays. Mais là aussi, c'est quelque chose qui est vraiment, enfin, qui renvoie à des situations très actuelles, quoi. Enfin, Je rajouterais qu'il y a des théologiens dont on parle encore aujourd'hui aux États-Unis, hein, les frères Niebuhr, qui étaient au fond opposés l'un à l'autre. Et il y avait eu le conflit en Mandchourie, et un des frères disait est-ce qu'il faut intervenir, et l'autre disait non, on n'a pas à intervenir. Voilà. Et alors on le positionnait théologiquement. Mais ça, ce sont des références qui imprégnaient la jeunesse de l'époque et qui, au fond, enfin, c'était pas il y avait un engagement. En fait, la parole crée. Il y a un engagement, mais il y a quand même un débat et il y a quand même des idées qui sont derrière. En tout cas, à l'époque, il y avait vraiment un débat d'idées et c'était très important. Je crois que c'était fondamental. Je rappelle que dans le protestantisme français, il y a eu des contre-thèses de Pomerol. Il y avait un groupe d'extrême droite, enfin, droite royaliste, etc., derrière lesquels il y avait des régimes, le groupe Sully. Mais donc, il y avait des débats, même au sein du protestantisme, voilà. Mais les débats se faisaient, et après, on passait à l'action, bien sûr, parce que de toute façon, il faut toujours passer à l'action, ça c'est sûr. alors, peut-être pour revenir quand même sur un texte fondamental qui est souvent évoqué par les militants. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a paru saisissant lors d'enquêtes sociologiques plus récentes auprès de militants qui aident des migrants ou des étrangers sans papier, par exemple. J'ai rencontré de nombreux militants catholiques qui citaient fréquemment le même extrait de l'évangile selon saint Matthieu, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est saint Matthieu chapitre 25. Alors, je ne vais pas tout vous lire, rassurez-vous, mais je vais vous lire juste l'extrait qui nous intéresse. Donc, évangile selon saint Matthieu. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Et vous l'avez dit tout à l'heure, ça se poursuit et les justes lui demandent, mais on ne t'a jamais vu avant, je vous le fais en version courte. Et le roi leur répondra, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, cette phrase-là, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Moi, sur mes terrains de recherche, elle revenait comme un mantra cité par les militants quand je les interrogeais lors d'entretiens sociologiques sur les raisons et les trajectoires de leur engagement. Et il me semble qu'ils soulignaient par là l'idée de cette commune humanité et de cet accueil inconditionnel de l'étranger. Et dans ce cadre, l'étranger, il est vraiment envisagé comme la figure la plus poussée de l'altérité. L'étranger, c'est le plus autre des autres. Et donc, dans cette quête de commune humanité, on doit aller à la rencontre du plus autre des autres. Alors, Jean-Paul Nunez, justement, j'aimerais revenir sur cet extrait de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25. À partir de ce texte, finalement, peut-être, comment vous envisagez la question de l'altérité? Alors peut-être déjà vous dire, je vais être un peu sévère, mais moi dans les conférences ou dans les formations, lorsque on évoque effectivement Matthieu 25, et vous avez raison, c'est très fréquent. Moi je demande aux gens tout simplement d'arracher la page de leur Bible. Voilà. Je crois que pour une commune humanité, c'est le terme que vous avez employé et je crois qu'il est juste, nous n'avons pas besoin ni d'évangile, ni de Bhagavad Gita, ni de Bardo Todol, ni de quoi que ce soit. Je crois qu'effectivement, la commune humanité, nous la portons tous. Et je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'un certain nombre de gens se sont engagés, ils ont fait parce qu'il fallait le faire. Voilà. Et ils n'ont pas réfléchi si ça avait des résonances. C'est Camus, hein, dans sa série d'articles qui s'appelle Ni bourreau ni victime, qu'il avait publié dans Combat en 1946, je crois, où il explique que pour sauver les corps, au fond, il suffit simplement de se positionner dans son connaît en toute humanité. Hein, voilà. Et l'autre, au fond, oui, l'altérité, elle se retrouve
que ce soit à travers, pas simplement l'étranger, le prisonnier, celui qui est dévêtu, c'est-à-dire dans la misère absolue, le malade, dont le physique a complètement changé, tous ces petits, tous ces diminués, tous ces sans parts, effectivement. Mais là, je crois qu'à un moment donné, c'est moins, l'altérité, c'est moins découvrir l'autre dans son étrangeté ou dans ce qu'il est, dans ce qu'il est en train de vivre, que, au fond, découvrir ce que nous sommes nous. Voilà. Et je crois que ce passage de l'évangile de 25, je ne vais pas en faire l'exégèse, je pourrais, mais c'est pas ça. On l'appelait pendant très longtemps la parabole des boucs et des brebis. Hein. Une parabole, c'est partir d'un point, une courbe qui nous amène vers un infini, c'est-à-dire vers un mystère. Et le bouc en grec, c'est le tragos, c'est le tragique. Il ne faut pas désespérer, il faut traverser le tragique. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse ce qu'on doit faire. Et l'accueil de l'autre, c'est, quand je dis dire ce que nous sommes, chaque fois qu'une société accueille ou ne pas accueille, elle dit ce qu'elle est. Un groupe, lorsqu'il accueille ou ce qu'il accueille, il dit ce qu'il est. La société française, à travers ce qui s'est passé pendant la guerre, a dit ce qu'elle était. Mais elle avait déjà dit ce qu'elle était lorsque dans les décrets de 1938, et le terme a été employé dans la présentation, les étrangers indésirables, on appelait les étrangers les indésirables. Et on a mis en place les camps d'internement. On a ouvert le camp de Rieux-Cros en janvier 1939, avant que Barcelone chute et qu'il y ait l'arrivée des Espagnols. On est dans ces logiques-là. Georges Monco, qui est un des théoricien de tout ça, va traverser la guerre, va même finir d'ailleurs résistant alors qu'il ne l'était pas au début, et va faire l'ordonnance de 45 où il va mettre à part la notion d'étranger, va catégoriser l'étranger comme celui qui est négatif. Voilà, c'est ça. Et donc tout ça, on le porte, la société française le porte. Je crois que c'est ça qui est important. Et moi, je ne crois pas à l'inconditionnalité de l'accueil. Bien sûr, je sais ce que ça veut dire, je l'ai employé, je l'ai dit, je l'ai crié devant les préfectures, je comprends. Mais l'accueil, c'est toujours réduire la distance qui me sépare de l'autre dans son étrangeté. C'est effacer le seuil ou la frontière qui m'amène à cet autre qui est éloigné de moi. Et voilà. Et donc, effectivement, il y a toujours des... C'est ça le paradoxe de l'accueil, c'est ça qui fait sa difficulté. Et souvent, on confond l'accueil dans sa dimension éthique, tel qu'il pourrait être dans Matthieu 25, dans la Jérusalem céleste, et l'accueil dans la politique, c'est-à-dire dans un quotidien où, à un moment donné, il n'est pas possible ou en tout cas limité parce qu'il y a des barrières, des barbelés, des fossés, etc. Et pour lequel, à un moment donné, nous, chacun d'entre nous, en toute humanité, on doit démontrer qu'il y a une autre dimension qu'il faut percer. Voilà. Moi, je crois que si l'accueil demain est inconditionnel, il deviendra inutile. Et s'il devient inutile, alors ça veut dire qu'il n'existe plus. Et je ne suis pas sûr, ou en tout cas, c'est un vrai problème que d'essayer de déterminer dans quelle mesure un monde où il n'y aurait plus de seuil ou de frontières serait véritablement humain. Moi, je pense que là, il y a une vraie difficulté. Hein. C'est Aimé Césaire qui disait, lorsqu'il a démissionné du Parti communiste, il écrivait à Maurice Thorez en 1956, il y a deux manières de se perdre, par ségrégation, murée dans le particulier, ou par dilution dans l'universel. Je crois que c'est tous ces paradoxes, mais c'est notre commune humanité qui doivent les surpasser et les surmonter. Merci Jean-Paul. Vous, Olivier, comment vous percevez cette notion d'altérité? Et finalement, pour reprendre la question indirectement posée par Jean-Paul, est-ce que vous croyez à cet accueil inconditionnel? Qu'est-ce que vous en faites de ces notions-là? Oui, il faudrait faire tout un séminaire autour de ce que vient de dire Jean-Paul, c'est très intéressant. Bon, d'abord, je dirais qu'il y a une sorte de dialectique très fine, à mon avis, plus fine que ce que l'on fait en général entre l'identité et l'altérité. Il n'y a pas d'identité qui ne... Il y a de l'autre en moi, si je puis dire, comme il y a de moi dans l'autre. L'altérité, c'est aussi, justement, c'est parce que je sens l'identité de moi et de l'autre comme moi-même.
et de l'autre côté, moi-même comme un autre. Je suis moi-même autre que moi-même. Je ne sais pas qui je suis complètement. Enfin, vous voyez, je ferai une dialectique plus subtile qu'opposer l'altérité et l'identité, comme c'est souvent un petit peu massivement opposé. D'ailleurs, je pense que l'imagination, par exemple, c'est justement la faculté de se mettre à la place d'un autre, tout en sachant qu'on ne peut pas y être complètement. Ou bien la traduction, qui est essentielle dans toutes les questions qu'on se pose là, traduire, savoir que de toute façon, on peut se comprendre les uns les autres, c'est valable même avec des très proches, à vrai dire, mais qu'en même temps, il ne faut pas croire trop vite qu'on comprend et qu'on peut se comprendre. Et heureusement, il y a justement ce que vient de dire d'ailleurs Jean-Paul, c'est en fait, ce n'est pas une sorte de grande dilution, si je peux dire. Non, il y a des frontières, il y a des différences, il y a des décalages, il y a de l'incompréhensible, etc. Alors, sur l'hospitalité inconditionnelle, je crois qu'il y a un temps, je dirais, d'urgence dans lequel il y a de l'inconditionnel dans ce sens, au sens kantien, c'est-à-dire de l'impératif catégorique dans lequel on ne calcule pas. On ne calcule pas les causes, les conséquences, etc. C'est comme ça. Et ça a à voir certainement avec l'agapé. Moi, je ferais volontiers, d'ailleurs, philosophiquement, le rapprochement entre l'impératif catégorique de Kant et l'agapé chrétien, c'est-à-dire l'éthique évangélique dans cette totale asymétrie. D'ailleurs, on ne cherche pas à faire de symétrie, on est juste seulement face à quelqu'un qui est tombé par terre. Et donc, on ne sait pas qui c'est, on ne cherche pas à le catégoriser, on ne cherche pas à voir les conséquences et on l'amène à l'hôtellerie ou à l'hôpital. Mais je crois que ce qui est très important dans ce que disait Jean-Paul, et je crois que c'est très important aussi, il y a le temps court de l'hospitalité inconditionnelle, mais après il y a le temps long de la restitution à ce sujet, je dirais, qui était là complètement passif, de toutes ses capacités, alors non plus dans l'agapé, mais je dirais dans la philia au sens politique du terme, au sens de la mutualité, de la réciprocité, voir qu'on peut, avec l'autre, construire une véritable mutualité. D'ailleurs, le mot hôte est intéressant en français parce que l'hôte, on ne sait pas si c'est l'un ou l'autre, si je veux dire. Il y a cet équivoque que je trouve magnifique, qui est très intéressante, qui mériterait un. Dans l'hospitalité, il y a c'est l'hospitalité de celui qui reçoit, mais c'est aussi, je dirais, l'hospitalité de celui qui est reçu. C'est aussi, ça lui demande de développer un certain nombre de qualités également, hein, je dirais, pour rentrer dans oui, pour rentrer dans le pacte social, dans le pacte politique. Je me rappelle de ce que disait George Simmel de l'étranger qui arrive dans une ville avec son baluchon, on ne sait pas qui il est, mais peut-être que dans 20 ans, peut-être qu'il sera le maire de la ville. C'est cette image, cette image que proposait le sociologue Simmel, que je trouve une image très belle. Et quelle société est capable d'avoir ce regard-là, si je peux dire, ce regard de regarder des étrangers qui arrivent, je dirais comme des enfants, si je peux dire, comme des nouveaux venus, et faire tout pour qu'ils puissent prendre leur place. Mais ça suppose aussi qu'eux-mêmes rentrent dans cette disposition d'esprit-là. Voilà quelques réflexions sur ce que c'est pour moi que l'altérité dans cette dialectique entre l'autre inconditionnel et puis l'autre dans la réciprocité, dans la mutualité du temps long qui est le temps de la société politique. Merci Olivier. Sur la question du temps long, je trouve que c'est une autre manière, une fois de plus, de nous inviter à penser cette articulation entre période historique et période plus actuelle. Enfin, c'est vraiment le cœur aussi, je pense, du projet de ces journées d'études. Peut-être qu'on y reviendra dans le cadre des questions. Pour avancer, parce qu'on arrive bientôt à la fin de notre échange, en tout cas entre nous trois, disons. J'aimerais vous poser une dernière question qui a à voir en fait avec le cœur du travail de l'équipe du mémorial du camp de Rivesaltes. Au cœur de leur travail, il y a bien entendu les questions mémorielles, les questions de témoignage et cette question de comment on fait mémoire d'un événement ou d'une période. Lors de sa rencontre avec Denis Péchanski, donc Henri Masson, qui est président de la CIMAD, rappelait jeudi dernier que pour lui, au cœur du projet du protestantisme, il y a cette idée de témoigner, de faire témoignage, de ne pas se limiter à regarder quelque chose, mais après de porter un discours et de porter témoignage. Et il me semble que c'est d'ailleurs au passage le projet de la CIMAD quand, depuis son entrée dans les centres de rétention, elle fait chaque année un rapport d'activité
de ces missions. Elle dit ce qui se passe à l'intérieur, mais voilà, elle témoigne des conditions des étrangers dans ces centres de rétention administrative. Bon, donc pour revenir sur cette question du témoignage et de la mémoire, peut-être d'abord Jean-Paul, j'aimerais bien vous écouter à ce sujet. Finalement, quels sont selon vous les enjeux mémoriaux autour de ces engagements et autour de l'action de ces œuvres de secours? Je pose cette question parce que justement, souvent, on se souvient des événements historiques, des dates, de grands personnages, mais cet engagement qui en fait est un fil rouge entre toutes ces époques historiques et qui pour le coup est un fil rouge, je trouve, plutôt positif, qui va de l'avant dans tout ce que vous racontez là sur cette quête de quelque chose en commun. Il est parfois un peu effacé, c'est-à-dire que c'est l'urgence qui prend le dessus et on voit l'engagement au temps présent, au moment de l'action, et puis parfois on a plus de mal à le resituer dans un temps plus long. Donc selon vous, quels pourraient être un peu ces enjeux de mémoire autour de l'engagement? Ah, votre micro est fermé, Jean-Paul. Voilà, pardon. Excusez-moi. Non, c'est clair que la mémoire, c'est quand même ce qui nous conçoit au présent. Bon, alors moi, j'ai des tas d'anecdotes là-dessus, et en particulier autour de Rivesaltes, hein, de sa situation à la frontière espagnole. Moi, je suis fils de réfugié. On a toujours, j'ai grandi avec la transmission d'une certaine mémoire. Hein, dans le monde anarchiste toulousain dont je suis issu, on transmet cette mémoire parce que c'est important. Et je m'aperçois qu'on la connaît mal. Euh, Souvent, on dit que les Espagnols ont été bien accueillis. C'est pas vrai. Sur 500 000 personnes qui sont arrivées, il y en a quand même 300 000 qui ont été incités à retourner ou voire refoulés. Il y a des gens qui ont été livrés à la Guardia Civile par la police française en 39, c'est-à-dire que je parle dans la Troisième République finissante. On n'est pas sous Pétain, on est avant. Et on remet des gens à la police espagnole, dont des enfants vont être enlevés aux mers, et les mères vont être envoyées dans des camps de concentration où il y a eu 1 million de personnes sous le franquisme, et des camps où on découvre encore aujourd'hui des charniers. Cette mémoire, elle est fondamentale, parce que c'est cette mémoire qui nous conçoit. Et il y a des tas de choses à dire et à rappeler. Les camps de la plage, voilà, on ne les a pas, c'est pas un lieu de mémoire, même si certains s'évertuent à le rappeler, comme à la dimension où il devrait être. Le bagne de Collioure n'est pas un lieu de mémoire, comme voilà, les gens qui vont à Collioure l'été ne se rendent pas compte qu'au château, il y a eu un bagne. Rivesaltes, pendant des décennies, est resté un terrain vague. Et il faut des esprits tordus, comme des préfets ou des gens qui travaillent à les ministères, pour oser en 85 ouvrir un camp de rétention à l'intérieur d'un îlot de Rivesaltes. Mais c'est ça la mémoire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses on ne doit pas faire, et c'est pour ça qu'il faut y revenir sans arrêt en arrière et rappeler un certain nombre de choses. Le but, c'est pas de dire celui-là a mal fait ou bien fait. Non, les choses se sont faites comme elles se sont faites, et sans arrêt, il faut le rappeler, parce que c'est ceux qui conçoit demain. Hein. La question, ça je le répète depuis quelque temps, c'est pas le monde qu'on va laisser à nos enfants, c'est quels enfants on va laisser à ce monde, c'est-à-dire quelle transmission on va leur faire pour qu'effectivement ils aient les armes, qu'elles soient physiques ou de l'esprit, pour effectivement agir dans le monde qui sera le leur. Merci Jean-Paul. Olivier, peut-être vous faites partie du conseil scientifique du mémorial du camp de Rivesaltes. Peut-être selon vous, quel est le rôle de la philosophie là, et voilà, comment vous envisagez les liens entre philosophie et construction de la mémoire? Bien, alors, peut-être justement, je parlais de l'hospitalité tout à l'heure. Paul Ricoeur, le philosophe, parlait, lui, d'hospitalité narrative, des mémoires les unes aux autres. Et comme un effort, de la même manière que l'effort de traduire, c'est une hospitalité langagière, sortir de sa langue pour aller se dépayser dans la langue d'autrui,
eh bien, l'hospitalité narrative demande, je dirais, de faire place dans sa mémoire à la mémoire de l'autre, ce qui est un travail, ce qui est un effort, ce que demandait Jean-Paul à l'instant. Et cette hospitalité narrative, elle est à refaire tout le temps. Il faut refaire place. Et nous avons énormément de gens qui sont autour de nous, dans notre je dirais, espace social le plus actuel, je dirais, à l'égard desquels nous les recevons, nous en prenons soin, je dirais, comme au sens physique, c'est-à-dire peut-être on les sont logés, etc. Mais l'hospitalité narrative, c'est ça la question de rendre témoignage. C'est cette dimension de on est des êtres parlants, des êtres de mémoire, des êtres de parole, et pas seulement des êtres qu'il faut, je dirais, faire travailler et nourrir. L'hospitalité ne peut pas se réduire à cette dimension, je dirais, très réduite. Voilà. Et donc, voilà, non, là, il y a un travail énorme, et notamment comment intégrer l'islam, les populations de mémoire musulmane dans je dirais, dans le récit national, dans le projet national. Il y a tout un travail voilà, d'hospitalité narrative qui est nécessaire même pour comprendre ce que peut être la laïcité aujourd'hui. Là, il y a un énorme travail. Et je dirais, c'est un travail de juste mémoire. C'est-à-dire, actuellement, on est soit dans un excès de mémoire, de commémoration, soit dans, je dirais, un excès d'oubli et presque d'amnésie. Je dirais même, il y a une montée presque concomitante des deux. Et le travail de mémoire, c'est ça qui est très difficile. Il est difficile parce que le présent est très puissant. Nous sommes une société extrêmement présentiste. Le présent est très puissant. Nous avons une capacité de remodeler le passé qui est prodigieuse, à coup de bulldozer, à coup de guerre d'ailleurs. Une guerre peut effacer un paysage à toute vitesse comme jamais on ne pouvait autrefois. Et avec le numérique, on a une capacité, je dirais, de refaire, de se réimaginer un passé, soit en l'idéalisant, soit au contraire en l'orwellisant, un passé épouvantable, etc. On risque de manquer de rendre justice au passé dans sa complexité. Donc voilà, il y a un énorme travail à faire, un travail, je dirais, de révision mutuelle ensemble du passé, revoir ensemble notre passé, nous délivrer mutuellement, je dirais, des promesses écrasées du passé, des promesses enfouies du passé. En ce sens-là, défataliser, je disais tout à l'heure, défataliser le passé, rouvrir le passé, montrer qu'il n'est pas fini, et montrer justement que du coup, le présent aussi, on peut du même coup le défataliser. Voilà, me semble-t-il, les usages du passé que nous devons faire. Et en même temps, quand on s'intéresse à l'histoire et aux enjeux mémoriaux, on a souvent affaire à plusieurs mémoires. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la même mémoire d'un même événement. Et tout à l'heure, dans ce que racontait Jean-Paul, il y avait aussi cette idée de mémoire familiale transmise de génération en génération. Il y a aussi la mémoire officielle, que ce soit celle de l'État ou celle des livres d'histoire. Et parfois, cette pluralité des mémoires, elle est compliquée à faire dialoguer, ne serait-ce que pas forcément à unifier, c'est pas mon propos, mais déjà à faire dialoguer pour rendre compte de cette espèce de pluralité des points de vue d'un même vécu, en fait. Et peut-être même que de la même manière où il y a eu une séparation des églises et de l'État, il y a un certain travail à faire de séparation de l'histoire et de l'État. On a en France une conception de l'histoire extrêmement, je dirais, l'histoire est vraiment une discipline nationale très, je dirais, dans tous les pays, c'est vrai, mais je pense qu'en France, c'est très ancien. Il y a un récit national extrêmement puissant qui a écarté beaucoup de choses, si je peux dire, hein, qui est très constitué. Et je pense que c'est une des difficultés que nous avons au présent. C'est-à-dire le régime historiographique que nous avons quant au passé, que nous avons constitué, eh bien voilà, ça fait un problème présent pour faire place à cette pluralité des mémoires dont vous faites état et qui est absolument vitale. Et il faut absolument lui faire place. Je voudrais rajouter que c'est le propre du témoignage. Le propre du témoignage, c'est qu'en ayant vu la même chose, on peut témoigner de choses complètement différentes. Voilà. Et c'est ça le propre du témoignage, parce qu'il y a encore ce que je disais tout à l'heure, ce que nous sommes, comment nous le vivons, à l'instant où nous le vivons, et comment nous le percevons. Voilà. Et donc, effectivement, c'est normal qu'il y ait de la diversité, et il ne faut pas en avoir peur. Et cette diversité-là, il faut la traverser. Peut-être, Mathilde, juste un mot par rapport au mot que vous citiez de M. Masson tout à l'heure sur la CIMAD, sur le rendre témoignage. Je pense qu'un des
une des difficultés qu'a la CIMAD aujourd'hui, si je comprends bien, je ne suis pas très engagé dans la CIMAD, je vois ça un peu de loin, mais il me semble que c'est justement le fait que les gouvernements successifs, de plus en plus, voudraient le cantonner à un rôle, je dirais, de prendre soin, faire tout le travail qu'ils font, mais en enlevant la partie rendre témoignage, la partie, je me restituer ça dans un discours, dans une parole qui le remet dans le contexte et qui donne voix en quelque sorte à tout cela. Et je pense que c'est cette séparation-là dont la CIMAD souffre, et je dirais, qui, si elle arrive à lui être imposée, serait extrêmement dangereuse. Je pense qu'il y a là quelque chose qui est vraiment une mise en danger pas seulement de la CIMAD, de toutes les ONG. Lorsque les ONG sont ramenées, je dirais, à un segment de métier sans pouvoir parler de ce qu'elles font, sans pouvoir partager, je dirais, politiquement ce qui se passe là où elles agissent, eh bien, c'est absolument désastreux pour l'espace politique tout entier. Oui, j'allais dire que c'est effectivement, enfin, cette réflexion, elle est au-delà de la CIMAD, c'est toutes les organisations qui cherchent à avoir une action de plaidoyer Tout et à qui fait. sont vraiment systématiquement en tension entre l'action très concrète auprès des populations, que ce soit une action humanitaire, administrative, sociale, un peu importe, d'intégration, d'alphabétisation, j'en passe. Et d'un autre côté, effectivement, cette idée de d'amasser des données, de prendre des témoignages, de récolter des données, que ce soit aussi des données statistiques sur le nombre de personnes retenues quelque part, sur le nombre de jours où elles restent, et d'en faire un discours, et éventuellement l'étape suivante d'essayer d'avoir des propositions alternatives. Dans la rencontre entre Henri Masson et Denis Péchanski, justement, on revient aussi à quelque chose qui était évoqué au tout début. Il évoquait cette tension permanente entre des membres de la CIMAD qui finalement en sont à se demander s'il faut rester à l'intérieur des centres de rétention administrative, si ce n'est pas une manière de coopérer, en tout cas d'amener une caution à ça, et d'autres qui disent est-ce qu'on ne serait pas plus fort justement en n'étant pas dans les lieux et en pouvant aider autrement. Et c'est la même tension entre légal, illégal, action à l'intérieur des camps ou des centres, et action plus clandestine. Et cette capacité à prendre la parole et à faire émerger un discours aussi sur ce qu'ils font. Jean-Paul, vous vouliez réagir à ça? Ben, oui, de toute façon, être ou ne pas être dans le lieu, on l'a vu, le comité de Nîmes, par exemple, coopérer avec les autorités de Vichy. Ça n'a pas empêché que, dans un deuxième temps, il y ait des choses complètement illégales qui se mettent en place petit à petit. Je crois qu'au fond, c'est à un moment donné développer sa capacité, du conflit et d'intervention. Voilà, je crois qu'il y a pas, moi oui, je crois qu'il y a des tas de possibilités, encore faut-il les mettre en marche. Je crois ça se fait plus ou moins, ça se fait, ouais, ça se fait. Voilà, après, on peut toujours en étant à l'extérieur dire: «Ça c'est pas fait», mais en même temps, il faut le faire au moment où on doit le faire, et ceux qui sont au créneau, ils savent ce qu'ils doivent faire et pas faire. Voilà, je crois que les choses sont complexes, mais après on peut, voilà, tout le monde n'a pas fait des œuvres de secours. On a, quelqu'un comme Nina Gurfinkel qui a écrit un livre, qui s'appelle «L'autre patrie», hein, qui était une réfugiée, mais enfin, elle écrit divinement bien. Elle a critiqué, le comité de Nîmes. Elle s'est engagée avec l'abbé Glasberg, qui faisait des choses un peu plus radicales. Mais c'est pas pour autant, parce qu'elle les a critiqués, que les choses ne se faisaient pas. Elles se faisaient à la dimension, voilà, et que tout ça, ça se rajoute. Et ça, je l'ai vu sur d'autres terrains de conflit où, effectivement, on peut critiquer et on doit le faire. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est que les gens font à la vitesse où ils peuvent le faire et à la limite où ils peuvent le faire. Mais chacun a un témoignage à sa façon. Il me semble aussi qu'il y a un équilibre en fait entre les modes d'action et les manières d'agir. Je pense à des terrains de recherche, notamment dans des camps de réfugiés aujourd'hui, par exemple à Calais, sur le territoire français, où cohabitent des militants qui sont dans l'action plus radicale, voire parfois clandestine, avec des militants qui sont dans une approche peut-être plus humanitaire, avec d'autres dans une approche plus juridique. Et je parle parfois d'écosystème, mais il y a cette idée d'équilibre et de nécessité là aussi de tous les points de vue pour que l'aide nécessaire soit finalement apportée aux populations qui sont là sur place.
Alors, je vais essayer de reprendre le fil des questions qui nous ont été posées et qu'on m'a transmises au fur et à mesure. Peut-être, en fait, je vais faire les choses dans le désordre, mais en fait, on est au cœur d'une question qui vient de nous être posée, donc peut-être qu'on peut en profiter. Il y a quelqu'un qui nous demande finalement, je ne sais pas si c'est reformulé ou pas, dans quelle mesure est-ce que les œuvres de secours, les œuvres de charité agissaient dans la clandestinité et quels fonctionnements ont été mis en place pour qu'elles atteignent leurs objectifs. Est-ce que vous vouliez rajouter des choses peut-être sur certaines actions peut-être plus clandestines que d'autres? Oh ben, c'est évident, par exemple, que Donald Laurie, qui a discuté avec Vichy et qui a eu l'autorisation de mettre en place cette coordination qui s'appelait le comité de Nîmes, a travaillé aussi, et ça, Varian Fry en témoigne, en donnant de l'argent à Varnan Fay, en lui donnant des contacts avec les Tchèques pour qu'il y ait des évasions avec des passeports. Voilà, il y avait quelqu'un, un personnage qui était très officiel et qui, en même temps, par derrière, finançait, amenait des faux papiers ou permettait, voilà donc et ça c'est, dans cette période, particulière qui a duré 4 ans, c'est exactement ce qui s'est passé, voilà, après on peut prendre les choses dans le détail. Est-ce qu'il aurait fallu aller plus loin, moins loin? Et en même temps, de façon très officielle, en négociant avec les autorités de Vichy, c'est plusieurs milliers d'enfants qui sont sortis des camps de concentration, enfin des camps de Vichy. C'est des personnes âgées qui ont eu des visas pour partir à l'étranger. Voilà. Alors peut-être qu'il aurait pu y en avoir plus, peut-être en 42, en août, il y a eu la NAS qui a mis les gens qui ont été amenés dans les camps de concentration, hein, et dans les camps d'extermination. Oui, c'est vrai, mais en même temps, les choses se sont faites comme elles devaient se faire. Et voilà. Et alors, bon, voilà. En même temps, la majorité de la population française n'a rien fait. C'est ça le problème aussi, c'est que partout, il y a quand même une majorité de la population qui, au fond, ne se tragasse ni de la façon de faire, ni de la façon de ne pas faire. Ça leur est complètement égal. Merci Jean-Paul. Alors, il y a une question qui nous a été posée tout à l'heure par, je vais le citer pour l'occasion, mais par Nicolas Marty, qui est historien et qui lui aussi est membre du conseil scientifique du mémorial. Il nous demande, est-ce qu'on a une idée concrète des catégories d'acteurs qui étaient engagés dans les œuvres de secours, notamment quelles étaient éventuellement leur classe sociale, leur métier, leur géographie ou leurs âges. Alors moi, je veux bien apporter des éléments sur une période très contemporaine, mais je veux bien vous laisser la parole d'abord, peut-être sur des éléments plus historiques. Oui, moi je veux bien répondre rapidement. Les œuvres de secours qui sont dans la lignée des œuvres de charité, faut pas oublier que, par exemple, l'aide humanitaire, l'aide alimentaire, c'est Hoover pendant la Première Guerre, qui a fait les colis alimentaires, et cetera. Et après, il y a des choses qui sont faites. La représentante des Quakers au comité de Nîmes, c'était une princesse russe. Donc, elle venait d'une classe sociale plutôt blanche d'ailleurs, mais qui se retrouvait voilà, aux États-Unis et puis qui était venue en France. Et il y avait des personnes, et Nina Gurfinkel les décrit très bien, toutes ces dames qui se pâment quand le représentant au camp vient les visiter. Mais en même temps, il y avait des gens qui, de la même classe, avaient des positionnements complètement illégaux et des engagements très poussés. Donc c'est voilà. On n'est pas le système d'aujourd'hui, classe sociale moyenne, qui sont très actives aujourd'hui sur le terrain, classe populaire peut-être moins présente, alors qu'elles l'ont été dans les années 60, 70, parce que la classe ouvrière, il y avait une solidarité. Voilà, bon, je dirais que ben, en fonction des moments et des temps, et des idées qui sont derrière aussi ces actions, ben, il y a des gens complètement différents qui s'engagent, quoi. Là, en tout cas, dans les œuvres de secours, il y avait voilà, des dames, entre guillemets, comme on disait, des dames de charité. Je ne vais pas dire dame patronesse, ce serait un peu excessif, mais quand même, enfin, c'est un peu ça. Lucie Chevalet du SSAE, bah, c'était une femme remarquable. Elle a porté le SSAE pendant des années, quoi. Voilà. Bon, voilà, je crois qu'il faut
Mais à un moment donné, il faut avoir la latitude. Madeleine Barrault racontait qu'il y avait deux filles d'Argentine qui étaient à la CIMAD et qui ne sont pas rentrées en Argentine au moment de la guerre. Le père s'inquiétait, était richissime. Je crois qu'il a donné à la CIMAD à l'époque pour que la CIMAD puisse vivre plusieurs années. Voilà, parce que ces filles, au fond, se retrouvaient et s'accomplissaient dans le témoignage qu'elles faisaient au quotidien dans la CIMAD à l'époque. Olivier Abel, vous vouliez aussi répondre à cette Non, non, question-là, je ne suis non? pas compétent. C'est juste que mon arrière-grand-mère était une famille très, très, très riche, la famille Pourtalès, et je sais qu'elle a donné chaque année des très, très énormes sommes, tout en étant à côté d'un camp dont au début elle ne savait même pas, elle n'était absolument pas informée. Elle l'a su par son engagement protestant, mais sinon elle n'était pas du tout sensible à ce qui se passait juste à côté de chez elle. Elle habitait Saverdun, donc en Ariège, à côté du camp. Là. Et donc, il y a des sortes de clivages comme ça, même, même chez quelqu'un comme ça aussi engagé financièrement. Alors Curieux. peut-être juste pour rajouter quelques éléments, là cette fois-ci avec ma casquette de sociologue, pardon pour les questions qui arrivent en même temps que vous entendez peut-être, sur des terrains plus récents, sur des associations donc d'aide aux sans-papiers et aux étrangers. J'ai l'impression quand même à vous entendre, Jean-Paul, qu'on a une transformation de la population. Moi, les enquêtes par questionnaire que j'ai réalisées, on a quand même beaucoup on appelle ça maintenant des professions et catégories socioprofessionnelles quand même assez élevées, on va dire beaucoup de professions intermédiaires et de cadres et professions intellectuelles supérieures. Beaucoup de fonctionnaires, des gens qui travaillent dans les métiers et dans les secteurs de l'enseignement, du travail social, de la santé, du médico-social, beaucoup d'artistes aussi, on pourrait y revenir à l'implication forte des milieux de la culture sur la cause des étrangers. Voilà, tous ces métiers-là qui viennent aussi finalement alimenter les réseaux associatifs. Alors, Pierre Bourdieu, si je veux aller vite, aurait sûrement parlé de la main gauche de l'État. Une collègue qui a travaillé sur des organisations suisses similaires parle des spécialistes socioculturels, de ces métiers qui parfois ont du mal à trouver dans leur métier aujourd'hui de quoi satisfaire vraiment ce qu'ils ont envie de faire et le font aussi finalement dans du secteur associatif et des milieux militants. Et puis en fonction du coup là, des modes d'action, autant d'hommes que de femmes, ça varie, peut-être un petit peu plus de femmes dans l'action humanitaire et l'action sociale et peut-être un petit peu plus d'hommes dans des luttes plus revendicatives, mais encore ça dépend vraiment des territoires. Et puis sur les âges, c'est une question classique, mais là on est sur des thématiques vraiment de disponibilité biographique, souvent beaucoup de jeunes et puis beaucoup de personnes fraîchement passées à la retraite, les chanceux. Et puis du coup, les gens qui sont dans le moment où ils travaillent le plus, où il y a des enfants à charge, traditionnellement se retrouvent à s'engager, parfois un petit peu moins. Et puis traditionnellement, finir là-dessus, ça me semble intéressant. Beaucoup de milieux urbains, mais pas que, et c'est intéressant de le souligner. Par exemple, notamment sur les dernières années, suite au dernier démantèlement de la grande jungle de Calais, il y a eu une volonté du gouvernement français d'installer des centres d'accueil et d'orientation sur l'ensemble du territoire français, et notamment en milieu rural. Et on a locale et rurale en faveur de ces étrangers qui venaient être installés dans des centres d'accueil et d'orientation. C'est une manière pour moi de dire que cette aide aux étrangers, elle ne se vit pas seulement que dans les grandes villes ou aux frontières, elle se vit aussi dispersée un peu partout sur le territoire, là où sont parfois dispersés eux-mêmes ces étrangers en fonction des volontés politiques du moment. Je, Jean-Paul. Je voudrais rajouter, oui, parce que je crois que c'est important, ce qui a été dit là. Et je crois que c'est que le débat d'idées qui avait lieu, qui s'était mis en place entre les deux guerres, en tout cas, il y avait un grand débat d'idées. C'est vrai que les publications, qui étaient peut-être moins nombreuses et qui circulaient beaucoup, avaient réussi à faire ce lien entre ces classes, on va dire, plutôt riches et des classes plutôt défavorisées, et de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Ça a été une des réussites de la Fédé.
Voilà, donc et je Il crois faut qu'aujourd'hui, expliquer, Jean-Paul, ce que c'est que la Fédé, je crois, parce que la Fédé, c'était la fédération des étudiants chrétiens qui avait été mise en place au niveau international par les YMCA et les YWCA, par ce travail de terrain qu'ils faisaient et qui a mené justement dans euh, des réunions, qui soient enfin, des camps d'été, etc., ou qui était mixte là. voilà, c'était mixte, oui, oui, bien sûr. Et en même temps, c'était voilà, voilà. Il y avait un échange d'idées et on n'avait pas peur de la confrontation, même si on n'était pas d'accord. Je crois qu'aujourd'hui, on loupe ça. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive plus à être dans la diplomatie de peuple à peuple. On n'arrive plus à aller à sortir au fond de sa classe sociale pour retrouver des ramifications et on est simplement dans la catégorisation, où on va dire que l'autre a des préjugés, mais on ne lui explique pas, au fond, en quoi ce sont des préjugés. Mais il faut aller vers, et on ne sort pas de nos classes. Voilà, ça c'est un vrai problème aujourd'hui. Alors, j'essaye de faire le tri dans toutes les questions. Peut-être une question plus sur l'avenir, peut-être. Il y a quelqu'un qui nous dit les mouvements évoqués ont mené des actions concrètes ancrées sur les idéaux humanistes. Les jeunes aujourd'hui mènent des actions concrètes, mais doutent parfois de la possibilité d'actions militantes ou politiques à des niveaux autres que locaux, que ce soit régionaux, nationaux, voire internationaux. Et on a parfois aussi des jeunes qui se méfient des grands idéaux. Alors cette personne, elle nous dit, ceci est de nature peut-être à laisser plus de place aux idéologies et aux mouvements anti-étrangers. Comment combattre ce risque selon vous? Vaste sujet. Moi, je dirais juste une petite chose, c'est en pensant à cela justement que j'ai essayé de faire la dialectique entre le temps court du projet. Je pense qu'aujourd'hui, on s'engage beaucoup sur des projets très limités, parce que on se méfie des, des grands récits et justement et des grandes idéologies qui avaient été justement. Mais peut-être que après un temps, je dirais, dans lequel on a déconstruit les grands récits, il y a quand même, on le voit très bien, tous les débats qu'on a bien d'avoir, on a quand même besoin quand même de repenser du récit, de la narration. On a besoin de repenser. Donc, je pense qu'il faut sortir de ce, je dirais, de ce management par projet dans lequel il n'y a que des projets toujours très courts, très limités, très efficaces, qui sont toujours destinés qui convergent vers des objectifs très précis et oui, remettre un petit peu de temps long et du coup aussi de respiration, de prendre des points d'appui divers dans des mémoires diverses, faire ce travail de spécialité narrative et donc je dirais d'enchevêtrement narratif, de pluralité narrative justement. Le grand récit, le grand danger des grands récits, c'est qu'ils n'étaient pas du tout pluralistes, ils étaient très monologiques, c'était des grands récits monistes d'une certaine manière. C'est ça qu'il va nous falloir retrouver, mais je crois que c'est en effet très très important pour l'engagement, pour le futur de l'engagement. Ce que vous dites là, Olivier, déjà je trouve que ça résonne beaucoup avec des engagements effectivement de la jeunesse d'aujourd'hui qu'on peut voir sur nos différents campus universitaires. Et cette nécessité de remettre du temps long, en fait, ça résonne chez moi avec une autre question que j'avais envie de vous poser. Et c'est quelque chose que j'ai déjà beaucoup entendu chez des militants, notamment en menant auprès de certaines associations d'aide aux étrangers des actions qu'on pourrait qualifier rapidement d'éducation populaire, c'est-à-dire en menant avec elles des ateliers de réflexion. J'ai souvent eu des militants qui fatigués d'une journée d'action épuisante et toujours urgente, s'asseyaient et disaient ça fait du bien de se poser et de réfléchir et de resituer notre engagement dans quelque chose de soit de plus grand au niveau national, international, soit de plus long au niveau du temps historique. Et en travaillant avec ces militants au quotidien, il y en a vraiment qui retrouvaient aussi du plaisir dans l'action quotidienne et urgente parce qu'ils y trouvaient plus de sens. Ils arrivaient à se resituer dans quelque chose de plus long. Et en fait, ça renvoie chez moi, peut-être, oui, je pense quand même, à une question qui serait, on a vu tout à l'heure, on a parlé de la manière de faire la mémoire du temps historique et finalement comment on peut contribuer à faire la mémoire de ce qui est en train de se passer
devant nous. C'est-à-dire pas seulement témoigner de ce qui est en train de se passer devant nous, mais contribuer à faire la mémoire pour on disait, les enfants, les jeunes, là, les enfants d'après, que cette mémoire, elle soit déjà en train de se construire et qu'on puisse leur transmettre d'une certaine manière au fur et à mesure. Comment vous voyez, vous, cet enjeu-là de presque écrire la mémoire? Est-ce qu'on peut écrire la mémoire du temps présent, du temps en train de se faire? Bah, peut-être juste un mot qui va peut-être préparer ce que voulait dire Jean-Paul, je ne sais pas. Jean-Paul, tout à l'heure, disait que le témoignage avait à voir avec ça. Parce que le témoignage, l'intérêt du témoignage, de la figure du témoignage, c'est qu'il y a une pluralité. La même chose, vous prenez même un simple accrochage entre deux voitures, les témoins auront vu des choses différentes. C'est absolument passionnant. C'est ça qu'il nous faut faire, c'est ça qu'il nous faut arriver à réaccepter et à redensifier dans notre présent, si je peux dire. C'est accepter, c'est ne pas, ne pas faire du témoignage une sorte je dirais de brutalité émue, émotionnelle, telle qu'autour du témoignage, on est obligé de se taire parce que c'est trop ému. Non, accepter justement de remettre le témoignage dans ce travail de recoupement mutuel dans lequel on essaie d'être dans le même monde. C'est pas chacun a son monde vécu, tellement je dirais, tellement menacé qu'il faut qu'il se mure dans son témoignage tout seul, si je peux dire, mais c'est plus un témoignage s'il est tout seul dans son témoignage. Il faut remettre les témoignages, les faire revenir dans le monde commun et qu'ils essayent de constituer ce monde commun. Ce serait, me semble-t-il, la démarche qu'on peut faire à partir de cette idée de témoignage. Oui, enfin, moi je partage ça et je le dis souvent, et je crois que je l'avais dit il y a quelque temps à Olivier, justement, souvent il y a des colloques qui se font, tout à fait intéressants, mais on est dans le quant à soi. Au point que je me demande dans quelle mesure il y a besoin de modérateurs, parce que quand les choses s'énoncent, on sait qu'elles vont s'énoncer dans le même cadre. Et je crois qu'il faut retrouver justement des confrontations d'idées. Il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, il faut justement les développer. Il ne faut pas les nier parce que elles s'élaborent quand même. Donc, en fait, il faut qu'il y en ait une expression. Le pire, c'est que la parole ne soit pas dite. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, sur des tas de questions, en particulier les questions où on traite, on le sait très bien, il y a des gens qui ont des tas d'inquiétudes concernant les étrangers qui arrivent, etc. Donc, voilà, il faut qu'il y ait des débats. Ça ne veut pas dire que, mais il ne faut pas que ce soit conflictuel, mais il faut les accepter. Et on verra que les choses vont se désamorcer. Si elles ne se disent pas, elles s'exprimeront d'une autre manière. Voilà. C'est justement d'ailleurs, je citais tout à l'heure Camus et Ni bourreau ni victime, hein, en novembre 46, où il dit il opposait la violence à la prédication, il opposait les balles à la parole, il opposait un monde désespérant qui fait de beaucoup des lâches à effectivement être porteur d'un monde utopique. Et je crois que tout ça, il faut le confronter. En plus, ça, c'est facile à faire. C'est certainement plus facile que des situations qui, peut-être malheureusement demain, s'imposeront à nous, où il faudra agir d'une façon hors norme. Voilà. Et actuellement, agissons dans la norme, il y a plein de choses à faire. Et il n'y a pas aucune raison d'être désespéré. Et je l'ai dit tout à l'heure, il faut traverser le tragique. Et le tragique, il existe, il est dans l'existence. Donc, n'en ayons pas peur. N'en ayons pas peur. Merci à tous les deux. Alors, du coup, je refais le fil des questions parce qu'il y en a auxquelles on a répondu, je pense, entre-temps. En tout cas, je l'espère pour les spectateurs qui nous suivent. Il y a peut-être une dernière question qui nous demande comment appréhender l'évolution de la notion d'indésirable, d'étranger, d'apatride, au regard de l'approche contemporaine et de l'action aujourd'hui. Peut-être finalement qui sont les indésirables et les étrangers d'aujourd'hui. C'est comme ça que je comprends la question. C'est difficile, cette question, elle est extrêmement difficile. En tout cas, il y a un fil rouge qui existe dans notre société
et qui remonte à plusieurs décennies en arrière et dont il faut prendre conscience. Et ce fil rouge, il faut le regarder comment il a évolué. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand je disais que l'altérité, c'est ce que nous sommes, quand je dis ce que nous sommes, c'est pas simplement je, c'est aussi nous au pluriel, ce qu'est notre société. Voilà. Voilà, je dirais que, ça aussi, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une différence entre l'éthique et le politique. Il peut y avoir de l'éthique en politique, mais voilà, les choses sont comme un peu différentes. Et en politique, il y a beaucoup de démagogie. On dit demain, ben, on va raser gratis. Non, la problématique telle qu'elle est posée là, l'indésirable, va se poser encore et toujours. Et donc, c'est qu'est-ce qu'on fait pour qu'effectivement, on soit au-dessus de ça et comment à côté de nous, des gens soient aussi au-dessus de ça. En même temps, soyons clairs, quand il y a eu des moments extrêmement tendus et difficiles, il y a des gens qui ont fait, sans réfléchir à des références ou quoi que ce soit, qui ont fait ce qu'ils devaient faire. Voilà, ils l'ont fait partout. Partout, pour l'accueil des Espagnols, il y a plein dans des villages, des choses se sont faites, même dans les campagnes, parce qu'on parlait des villes tout à l'heure, et villes et campagnes, non, il y a des choses qui se sont faites partout de façon très bien. Ça suffisait pas, mais c'était bien. Et demain, quand il y a des choses qui vont être se poser, les choses se feront bien. Mais en même temps, il faut réconcilier quand même, voilà. Et c'est pour ça que le débat est important. Il faut réconcilier et les couches sociales, les classes sociales, et les personnes, les pour, les contre. Et c'est là où il ne faut pas avoir peur du débat, parce que le débat est plus facile que l'action directe. Merci. Olivier, sur cette question peut-être finale de... Ben, moi, je dirais que quand même, ça a à voir avec notre manière de nous raconter notre histoire, si je peux dire. Je veux dire que la société française, quand même, a un vrai problème de se croire toujours un État-nation, alors qu'elle est une société d'immigration, qu'elle est une société, et en plus, il y a l'accélération de la mondialisation. Et donc là, je pense que c'est très important de faire une sorte vraiment de mutation du regard pour cesser, je dirais, parce que finalement, on ne cesse voilà, en fait, de créer une sorte de société avec ceux qui sont in et ceux qui sont out. Et alors, ceux qui sont out, il y a plusieurs manières d'être out. En tout cas, la figure de l'exclusion, à mon avis, aujourd'hui, est la figure majeure quand même les rebuts de notre société qui, puisque le monde est dangereux, en quelque sorte se ferme, mais se ferme aussi par un récit qui, je dirais, voilà, qui exclut facilement ceux qui ne rentrent pas dedans. Donc il y a une manière, je pense, de nous raconter nous-mêmes qui est une manière inhospitalière. Voilà, ça serait peut-être la première chose que je dirais. Juste, Olivier, juste, je te réponds. En fait, déjà, on pourrait effectivement créer un débat sur ce que tu viens de dire. Moi, je ne suis absolument pas d'accord, mais et je pense que justement, c'est ça qu'il faut de plus en plus développer parce que c'est ça qui peut être sain pour notre société. Et je pense que ça, c'est l'expression d'une post-réalité, mais je ne vais pas, voilà, on repartirait pour Il y une... aurait d'autres débats, par exemple, quand tout à l'heure tu disais qu'il fallait arracher la page de l'évangile, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une grosse erreur. Je pense qu'on a besoin de prendre appui sur toutes les sources, on fait ce qu'on doit faire, comme tu dis, mais parce qu'on s'appuie sur des histoires et sur des valeurs qui ont une histoire dans lesquelles on est ancré. Pour les uns, ça viendra de Rousseau ou de Victor Hugo. On va réagir l'un contre l'autre. Quand je dis qu'il faut arracher la page, c'est qu'on ne peut pas avoir une lecture littérale. La parole, on doit toujours l'interpréter. Toute parole qui nous est dite, comme celle que tu viens de dire, je l'interprète. Et donc, il faut interpréter toute parole, même Matthieu 25. Il y a un troisième débat, à ce moment-là, que j'ouvre encore, d'autres débats, c'est le débat entre ceux qui pensent qu'il faut tout le temps être dehors dans la protestation, dans la résistance, et ceux qui pensent qu'il faut tout le temps être dedans. Et je pense que le point du débat auquel on était parvenu dans ce travail de ces mouvements de l'époque, c'était justement de ne pas séparer le dedans et le dehors. Exactement. De penser toujours ensemble le dedans et le dehors. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il nous faut absolument retrouver, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment là un divorce qui est extrêmement dangereux pour l'action politique en général et pour l'action en général. Tout à fait.
Merci à tous les deux. Je voulais peut-être, avant de conclure, juste ajouter que, à mon sens, parmi les figures des indésirables d'aujourd'hui, il y a les musulmans. Et on a beaucoup parlé de religion aujourd'hui. On a cité de nombreuses œuvres de secours qui, au moins dans leur fondement, faisaient référence à des religions. Et il me semble qu'aujourd'hui, par effet de composition et d'implantation des religions sur les différents territoires au fil notamment des migrations, pas que, mais notamment des migrations que vous venez de rappeler. Il y a ces populations musulmanes qui sont l'objet aujourd'hui d'un certain nombre de discours, mais aussi de mesures politiques visant à au moins pas forcément les enfermer, mais au moins peut-être les mettre à côté d'une certaine manière. Et il me semblait difficile de ne pas penser aux musulmans alors que demain sera célébré l'Aïd et que les musulmans sortent de cette période de Ramadan qui est aussi propice pour eux à des réflexions politiques sur leurs engagements. J'y pense parce que sur les terrains d'aide aux réfugiés aujourd'hui, il y a aussi des œuvres de secours musulmanes qui sont très actives, tant au niveau local qu'au niveau national. Ça me semblait important de le souligner pour conclure. Il est passé 16 heures, donc je voulais vous remercier vraiment, un grand merci à tous les deux pour ces échanges et ces réflexions que j'ai trouvées particulièrement riches. Merci aussi à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Il y a eu beaucoup d'éléments dans le fil de conversation, donc je ne sais pas si on a pu répondre à toutes les questions, mais si ce n'est pas le cas, veuillez nous en excuser. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé cet échange intéressant. Et je laisse le mot de la fin à Marion Decombe qui va nous annoncer la suite des journées d'études. Merci beaucoup. Oui, je confirme, Mathilde, qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais il y a une partie des questions qui ont été posées auxquelles on pourra peut-être répondre dans les événements qui vont suivre, des questions qui sont plus d'actualité peut-être. Il y a une question sur le caractère peut-être un peu trop institutionnel de la CIMAD, par exemple, ou sur la socialisation des personnes qui s'engagent dans des associations d'aide. Ce sera des sujets qui sont peut-être abordés dans les rendez-vous suivants. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, mardi 18 mai, à la même heure, à 14h30, pour un webinaire intitulé « Les organisations de défense des étrangers et les politiques migratoires ». Ce sera à nouveau avec Mathilde, mais qui interviendra cette fois en tant que sociologue, aux côtés de Nicolas Fischer, qui est spécialiste des questions d'internement, d'enfermement en sciences politiques. Ce sera sur le même format en webinaire, sur inscription. Et puis pour clôturer ce cycle de rendez-vous en ligne, on vous donne rendez-vous également le 20 mai à 19h30. Là, ce sera en direct sur YouTube. Une rencontre avec Damien Carême, député européen, qui est animée par Mathilde Pett, sur la question Damien Carême, un élu face aux défis migratoires. Je vous remercie, Jean-Paul Nunez, Olivier Abel, d'avoir participé à ce webinaire. Merci à tous les participants et n'hésitez pas à nous faire vos retours de critiques constructives sur ce premier webinaire organisé par le Mémorial du Camp de Rivesaltes. Merci à tous.